Oui, merci. Le principal marqueur de ces orientations budgétaires est effectivement naturellement la hausse d'impôts historique et d'une ampleur inédite que vous comptez mettre en place cette année, ainsi que l'ont relevé l'ensemble des collègues qui se sont exprimés. Alors, dire en préambule déjà que nous n'ignorons rien des contraintes auxquelles toutes les collectivités, dont la ville de Saint-Étienne, doivent faire face. Elles sont d'ailleurs rappelées dans de longues pages liminaires qui nous font voyager de l'Ukraine à la Banque centrale des États-Unis en passant par les poids lourds de la promotion immobilière en Chine pour nous expliquer les difficultés exogènes auxquelles nous sommes confrontés. Et effectivement, on les connaît. L'inflation, en particulier les tarifs très élevés de l'énergie, avec cette année l'envolée du prix du gaz, la revalorisation du point d'indice, etc. Nous le savons. Mais pour y répondre, vous n'apportez qu'une seule réponse, et qu'une seule réponse d'ailleurs est possible pour vous, c'est une hausse d'impôt de 15%. À cette hausse viendra effectivement s'ajouter, cela a été dit par notre collègue Poméon, je crois, la revalorisation des bases locatives pour 3,9%. C'est une décision de l'État, mais ça bénéficie bien à la ville de Saint-Étienne. Et il faut rappeler aussi qu'il y a 2 ans maintenant, vous, élus de la majorité, avez entériné une forte hausse de la part métropolitaine de la taxe foncière, qui est passée de 1,37% à 2,60%. C'est résiduel, mais c'est quand même déjà une hausse de fiscalité. Et donc, en définitive, les impôts locaux des Stéphanois vont ainsi augmenter de près de 20% en 2024. Et c'est cela, quand même, la principale information à ressortir de ces orientations budgétaires. C'est une décision politique qui est pour nous à la fois brutale, incohérente, injuste et scandaleuse. Brutale parce que c'est incontestablement une hausse extrêmement forte, d'une ampleur inédite, au moins dans l'histoire récente de la ville. Aucun maire n'a procédé d'un coup à une hausse d'une telle ampleur, et une hausse de toute évidence non anticipée qui va lourdement plomber le pouvoir d'achat des Stéphanois, et dont le seul but, vous l'écrivez vous-même, est de permettre la réalisation du plan de mandat dont on tarde à voir la moindre concrétisation. Nous avons d'ailleurs à plusieurs reprises parlé de mandat de la procrastination. Alors pour mémoire, à son arrivée en responsabilité, votre prédécesseur Maurice Vincent avait augmenté par 2 fois les impôts locaux pour un total cumulé de 9,5%, donc sous les 10%. Et une hausse que vous avez fustigée à plusieurs centaines de reprises depuis 16 ans, que ce soit quand vous étiez dans l'opposition, entre 2008 et 2014, ou depuis que vous êtes dans la majorité, depuis 2014. Alors, j'en viens maintenant à la question de l'incohérence, et si l'humeur était un peu plus joyeuse dans cette assemblée, on pourrait jouer à un jeu bien connu sur une radio nationale, c'est le jeu du Kikadi. Le jeu du Kikadi m'amène à faire un certain nombre de citations. Qui a dit, le 30 janvier 2023, on aurait pu choisir la solution de facilité en augmentant les impôts. 1 point d'augmentation, c'est 1 million d'euros pour notre ville. Nous avons pris les meilleures décisions permettant à la ville de supporter cette situation délicate. C'est Madame Berroukesh. Qui a dit, c'était aussi le 30 janvier 2023, augmenter la taxe foncière pour être un levier, mais ce n'est pas le choix de la municipalité. Nous avons pris un engagement et nous le tenons comme les autres. Là, c'est Gaël Perdriau. En 2023 également, je cite Gaël Perdriau, nous devons faire un certain nombre d'efforts si nous voulons tenir notre engagement de ne pas augmenter les impôts. En 2022, on remonte, Madame Berroukesh disait nous faisons le choix d'une gestion rigoureuse des finances, etc., afin de ne pas faire supporter à la population une hausse d'impôts comme d'autres villes ont pu le faire, ou comme cela a été fait de 2008 à 2013, avec une hausse d'impôts scandaleuse de 10%. En 2021, Gaël Perdriau déclarait que nous avons tenu nos engagements inscrits dans le plan de mandat de ne pas augmenter les impôts locaux. Je pourrais continuer longtemps, mais vous voyez, depuis 10 ans, vous insistez à chaque débat budgétaire sur cette logique. Toucher à la fiscalité locale revient à être une solution de facilité pour masquer l'incapacité à bien gérer la ville. Je vous cite, eh bien peut-être que pour une fois nous sommes d'accord. Pour rappel, votre programme municipal disait une fiscalité maîtrisée. Ça a été évoqué, je crois, par Lionel Boucher ou aussi encore Antoine Poméon. 15%, ce n'est pas de la maîtrise, c'est une véritable perte de contrôle. Et effectivement, chers collègues de la majorité, je vous rappelle que vous n'avez pas été élus pour ça.
C'est d'ailleurs 15% d'un coup, un choix contestable en termes de stratégie, car il aurait mieux valu, et pour les contribuables et pour les finances de la ville, augmenter par exemple de 1,5 point par an depuis 10 ans, que faire 15 points d'un coup. Mais effectivement, la communication qu'il est possible de faire n'est pas la même. Alors vous le savez, nous ne sommes pas des poujadistes anti-impôts par essence, et nous considérons que lorsqu'on demande un effort fiscal à un contribuable, il faut être en capacité de mettre soit des services de qualité ou des services nouveaux ou des projets spécifiques en regard. Et là, il n'y en a pas, puisque comme c'est écrit, cette hausse de fiscalité n'a que pour but de vous permettre de dérouler le plan de mandat. Là où il y a une forme d'hypocrisie, c'est que vous justifiez cette explosion fiscale par la volonté de préserver les services publics locaux et de ne pas baisser les subventions aux associations. On pourrait y croire et y souscrire volontiers, mais il faut rappeler quand même le sinistre bilan de 2023. Là aussi, ça a été fait, avec une destruction méthodique des services publics locaux, fermeture de places en crèche, d'accueil périscolaire, de maisons de retraite, d'une mairie de proximité, de services, et une baisse historique des subventions aux associations. Et je vous rappelle, Monsieur Perdriau, que la seule association qui, en 2023, n'a pas connu de baisse, c'est peut-être la vôtre, votre association de malfaiteurs, mais tous les autres, malheureusement, ont subi une baisse significative. En 2023, le service public local a été mis à mal comme jamais, les subventions ont baissé, et en 2024, les impôts explosent. C'est une forme de double peine pour les Stéphanois. Alors vous nous l'auriez proposé il y a un an, on aurait été effectivement à la croisée des chemins, et on aurait pu, ainsi d'ailleurs que je crois les écologistes l'avaient évoqué, se poser la question en disant on a une explosion des coûts de l'énergie, et donc soit nous touchons au levier fiscal, ou alors nous allons devoir réduire et baisser, voire fermer un certain nombre de services. Et on aurait pu ensemble faire preuve d'intelligence collective et réfléchir au dilemme. Mais aujourd'hui, vous nous expliquez qu'il faut des impôts supplémentaires pour préserver les services publics que vous avez affaiblis. Il y a là, je le disais, une profonde hypocrisie. Alors la première question qu'on peut poser, c'est est-ce que, au regard de cette hausse inédite, vous vous engagez au moins à ne plus affaiblir et ne plus fermer aucun service municipal en 2024 et dans les années qui viennent? Ce serait quand même le minimum de décence. Comme ça a été aussi évoqué, ce sont donc les propriétaires stéphanois qui vont supporter à 95% cette hausse de fiscalité qui concerne donc principalement la taxe foncière, puisqu'on n'a pas beaucoup de résidences secondaires sur lesquelles la taxe d'habitation s'applique encore. Les conséquences risquent d'être lourdes parce que, vous le savez évidemment, l'immense majorité des propriétaires stéphanois sont des petits propriétaires pour lesquels l'acquisition d'un bien immobilier est souvent le fruit d'une vie de travail, profitant de prix de l'immobilier attractifs. Et il ne s'agit bien souvent pas de grands propriétaires nantis. Et donc on va toucher les fameux représentants de cette classe moyenne qui est extrêmement protéiforme, mais qui prend le risque effectivement de se retrouver à devoir, entre guillemets, fuir la ville de Saint-Étienne pour aller dans la proche couronne, dans la plaine du Forêt ou en Haute-Loire, et d'accélérer ainsi la paupérisation du centre-ville et de miner encore l'attractivité de ce dernier pour de nouveaux ménages, ce qui me semble être pour autant l'un des objectifs majeurs poursuivis en particulier à travers la politique de renouvellement urbain. Et là, si j'ose dire, vous vous tirez véritablement une balle dans le pied et nous tirons collectivement pour Saint-Étienne une balle dans le pied. Alors, vous dites que malgré la hausse, et là je vais citer quelques chiffres, on est dans la moyenne basse des villes de même strate. Alors, comparaison n'est pas raison, parce que ce qu'il faut regarder, plus qu'un chiffre brut, c'est l'effort que ça demande aux contribuables et l'effort supplémentaire que ça demande quand on augmente la fiscalité. Et pour cela, moi je vous propose de comparer, en plus des taux bruts de taxes foncières, le revenu médian des villes que vous citez. Et là, c'est très clair. Le revenu médian à Saint-Étienne, source INSEE en 2020, il est de 18 680 €. C'est la médiane du revenu disponible par unité de consommation. Quant à Angers, il est à presque 21 000, à Dijon 22 000, à Grenoble 21 600, à Rennes à 22 000. Et donc, en d'autres termes, subir cette augmentation et payer sa taxe foncière, ça va demander en proportion plus d'efforts à un contribuable stéphanois qu'à un Grenoblois, un Dijonnais ou un Rennais. Et surtout, la taxe foncière, il faut le dire, elle ne va pas concerner que les propriétaires.
Parce que s'il n'y a qu'un Stéphanois sur deux qui est propriétaire, il est bien évident que les propriétaires bailleurs vont ensuite répercuter cette hausse de taxe foncière sur les loyers dont vont s'acquitter les locataires. Et donc cette décision municipale, elle va bien concerner d'une manière ou d'une autre tout le monde. Et évidemment, il faut aussi ajouter à cela le fait que les Stéphanois, comme tous les Français, eh bien, ils payent aussi en 2024 l'augmentation des franchises médicales, plus 10% sur l'électricité, les mutuelles qui s'envolent. Et en attendant, comme vous le savez, les salaires stagnent. Et donc l'effet ciseau que vous dénoncez à juste titre dans les finances locales, il est peut-être encore davantage tranchant dans la poche des Stéphanois que dans les caisses de la ville. Nous sommes dans une période de crise, et en premier lieu une crise du pouvoir d'achat, et nous le disons très fermement et nous l'assumons pleinement. En période de crise, faire le choix d'augmenter les impôts pour générer un taux d'épargne confortable afin de continuer à investir en limitant le recours à l'emprunt, c'est ce que vous voulez faire, c'est un choix que nous contestons. Il y a là aussi des choses à dire sur les erreurs stratégiques commises dans un passé récent. Car en 2022, quand les taux étaient extrêmement bas, vous avez emprunté 11 millions d'euros, c'est dans le compte administratif. En 2023, quand ils se sont envolés, 28 millions d'euros. Et pour 2024, vous prévoyez 22 millions d'euros d'emprunt. Vous avez en définitive le moins emprunté quand c'était pas cher de le faire. Et nous pouvons que nous en mordre les doigts, je pense, collectivement, car les investissements qui n'ont pas été réalisés à l'époque, et notamment dans la rénovation thermique, nous auraient permis aujourd'hui de faire baisser les factures de fluide et peut-être de devoir moins toucher au levier fiscal ou de ne pas y toucher du tout. Et pour terminer, on peut dire aujourd'hui que les Stéphanois se retrouvent à payer au sens propre comme au sens figuré l'incapacité de la ville de Saint-Étienne à bien gérer le denier public et votre incapacité à aller chercher tous les financements possibles et nécessaires auprès de nos partenaires institutionnels en raison de la situation sur laquelle nous avons longuement débattu. Et l'exemple récent, tel que nous en avons été informés par la réception d'un courrier dans toutes nos boîtes aux lettres il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est le déblocage par magie de 45 millions d'euros supplémentaires au titre du CPR au profit de Saint-Étienne Métropole. Alors c'est pas très glorieux sur le plan démocratique de la part de la région, j'en conviens complètement, mais c'est une parfaite illustration du prix réel de votre acharnement à vous maintenir, quoi qu'il en coûte, à la tête de la ville. Aussi, vous l'aurez compris aussi, nous ne vous suivrons pas sur cette hausse de la fiscalité.